BFM Business, c'est votre argent, Marc Fiorentino. C'est votre argent, c'est votre week-end et c'est une émission incroyable, spectaculaire, que dis-je, exceptionnelle. On va revivre la semaine ensemble, vous faire part de nos impressions et de nos coups de gueule. On va vous donner quelques conseils. Le patron de la semaine a un challenge, celui de nous faire danser sur le plateau. C'est Angelo Guppi, le patron de Live Nation France. Pour ceux qui ne le savent pas, Live Nation, c'est le leader mondial des concerts dans le monde. Alors vous le savez, pour une émission exceptionnelle, il faut des invités exceptionnels. Ils viennent directement pour vous d'une très lointaine galaxie. J'ai l'immense plaisir de vous présenter notre Jedi de l'économie et de la finance. Alors c'est la première fois qu'il vient dans notre émission. Bonjour Gaspard Koenig. De la galaxie libérale. Exactement, on va savoir bientôt. Vous êtes directeur de Génération Libre. Vous nous expliquerez dans quelques secondes ce qu'est Génération Libre. Ce sont deux habitués qu'on a toujours un immense plaisir à retrouver. Aymeric Préaubert, vous êtes fondateur de Sycomore AM. Co-fondateur ou tout ça? Co-fondateur. Nous sommes on va dire fondateur. 4 associés. Mais mi-fondateur. Oui, je préfère. Ouais, ouais c'est mieux. Ouais. Alice Labou, vous êtes présidente toujours de Trecento AM. Toujours, fondatrice également. Elle est toujours aussi rayonnante, lumineuse, c'est le soleil de cette émission. Bonjour mademoiselle Laure. Bonjour Marc. J'aime bien dire mademoiselle Laure. Oui, c'est ridicule. Alors avant d'attaquer la semaine avec vous, Laure, je voudrais demander à Gaspard ce qu'est Génération Libre. Génération Libre, c'est un think tank que j'ai fondé il y a 2 ans et demi et qui promeut le libéralisme dans tous ses aspects, économiques, sociétaux, institutionnels. C'est simple ça en France ? En France, c'était notre tradition. C'était une tradition française. C'était la tradition des révolutionnaires français. Et cette tradition a disparu du débat public. Et on essaye de la réhabiliter. On essaye de faire intervenir à travers des publications, un site. Voilà, on a un site et ensuite on a énormément d'experts associés. Mais c'est une petite PME, c'est une petite entreprise. On doit lever de l'argent également pour se financer. Vous êtes combien aujourd'hui ? Aujourd'hui, on est 2 et on recrute une 3e personne à temps plein. Et puis tout le reste tourne autour. Et on essaye de proposer des politiques publiques qui soient à la fois très libérales, radicales. Radicales. On propose par exemple un revenu universel, la restructuration de la dette, un statut de l'actif, la propriété privée des données. Je pourrais vous faire une longue liste. Et on essaye d'adapter le libéralisme au sujet de demain, que sont le big data, le transhumanisme, le monde post-salarial. Bon, on va voir si vous arriverez à adapter le libéralisme à la semaine qu'on vient de vivre. On commence avec vous, Laure. Laure, lundi, c'était le jour de mes amis portugais. Alors Marc, moi je vous entends déjà dire le Portugal, c'est anti-Grèce, enfin un pays qui a mis en place... C'est anti-France même. Oui, enfin un vrai pays qui a mis en place une vraie cure d'austérité avec des réductions des dépenses publiques fortes. Je le dis. Le bazar comme tous ces Grecs qui font n'importe quoi. Alors d'accord, victoire de la coalition sortante, alors que le pays a subi la crise de plein fouet. Le Portugal, c'est le meilleur élève de la zone euro, mais quand même 43% d'abstention à ces élections législatives. Et même si la coalition a gagné les législatives, elle a perdu au Parlement qui bascule à gauche. Voilà, c'est tout. Je voulais juste vous dire que vous aviez tort. Est-ce que c'était un événement, les élections portugaises sur le marché, où tout le monde s'en foutait? Honnêtement, on peut pas dire... Vous étiez au courant, Alice, quand même? Oui, on était au courant, mais enfin, c'était quand même pas un catalyseur très fort. Personnellement, non, j'ai pas regardé ça. Non, c'est pas un événement. Mais en revanche, non, c'est pas un événement. En revanche, le Portugal aujourd'hui, c'est un exemple d'un pays qui va dans la bonne direction. Alors attention, la dette, c'est encore 130% du PIB. Hein. C'est moins que le Japon, mais c'est beaucoup plus que la France. Mais il y a de la croissance depuis 2014. Alors, j'entends beaucoup parler d'austérité. L'austérité, c'est pas une fin en soi, évidemment. En revanche, une bonne gestion et appliquer des principes de réduction de déficit public, c'est une évidence. Et surtout, plus que l'austérité, ce qu'il faut faire, c'est créer des conditions de redémarrage de l'activité. C'est ça qui est important, c'est pas l'austérité. Il faut passer par l'austérité à un moment donné, mais c'est pas une fin en soi. Gaspard, l'austérité, c'est une solution ou c'est la seule solution pour sortir de la crise? J'aime pas du tout qu'on parle d'austérité, parce que je suis désolé. Il faut plutôt parler de prodigalité. On a eu 30 ans de prodigalité de la part de tous les gros États-providence occidentaux. Et une prodigalité au bénéfice de qui? Au bénéfice d'une génération et d'une génération de rentiers. Qui s'est regardez pas comme ça, vous me faites peur parce que je suis. Regardez non, vous pouvez me regarder, mais moi je fais partie des rentiers. Vous me faites peur. Qui s'est enrichi sur le dos de ses enfants. C'est vrai. Et aujourd'hui, faire ce genre de politique, c'est une question de justice générationnelle. C'est pas une question financière. D'accord, mais à part ça, deuxièmement, est-ce qu'on peut parler d'austérité quand même?
c'est de la bonne gestion. Oui, mais ce qu'a vécu quand même le Portugal aujourd'hui, on peut dire que c'est de l'austérité. C'est pas grave, c'est pas un gros mot. Vous pouvez le dire. Mais en tout cas, je remarque que les pays qui ont suivi la même trajectoire, l'Angleterre, Cameron a été réélu avec une majorité encore plus importante que la fois précédente. L'Irlande, qui continue gouvernement après gouvernement à suivre la même trajectoire. Donc c'est la bonne trajectoire. Et la croissance repart. Donc c'est la bonne trajectoire. Économiquement, c'est la bonne trajectoire. Mais c'est aussi soutenu, et c'est très visible en Angleterre, un peu moins au Portugal, par un projet de société. Réduire la dépense publique, c'est pas une fin en soi. Réduire la dépense publique, c'est déléguer du pouvoir aux citoyens. C'est décentraliser le pouvoir. C'est toute l'idée de la big society. Et ça, ils le font. Ils font des écoles libres, ils font des mutuelles de services publics, ils inventent des choses sur le terrain. Mardi, vous faites de la politique, quoi. Je suis trop sérieux pour ça. Vous allez vous présenter un jour à des élections? Ah non, moi je pense que la bataille des idées est plus importante et plus efficace en fait que la bataille partisane. Ouais, donc vous passerez à la politique bientôt. Mardi, il n'y a aucun parti qui de près ou de loin représente les idées que je défends. Bientôt. Mardi, c'est le jour de la honte. Non, c'est moi qui donne le lancement. Mardi, c'est le jour de la honte avec Air France. Donc les images ont fait le tour du monde. Le DRH d'Air France torse nu, s'enfuyant. Il est passé au-dessus d'une barrière, en plein comité d'entreprise. Air France a annoncé 2900 licenciements et la fermeture des lignes. Alors Marc, vous allez encore me dire c'est des pilotes et des syndicats qui ont le fleuron français par terre. Et encore une fois, je vais nuancer votre propos parce que je suis payé pour ça. Non, c'est quand même une entreprise qui joue sur les différentes catégories professionnelles de personnel et qui les met les uns contre les autres. Et ça, pour le dialogue social, c'est directement dans le mur. Série n'importe quoi. On ne perd pas espoir qu'il y ait une solution. Communiste maintenant. Avant, j'étais que socialiste. Maintenant, je suis communiste. Bref, on ne perd pas espoir qu'une solution soit trouvée. Vous ne perdez pas espoir. On va pas reparler de ces images qui ont fait le tour. D'un point de vue des gérants, quand on regarde ça, est-ce qu'on a envie d'acheter l'action Air France ou pas? Est-ce que vous en avez d'ailleurs? Aymeric, vous en avez en portefeuille? Alors Air France, ce que je vais dire, c'est peut-être pas très gentil pour la compagnie et ses salariés qui ont déjà été quand même sérieusement ébranlés cette semaine. Mais quand on fait un appel d'offres chez Sycomore, on nous propose un appel d'offres, on nous demande souvent c'est quoi les actions que vous achetez et c'est quoi les actions que vous achèterez jamais. Et je prends comme exemple systématiquement Air France. Ah oui, à ce point-là. Jamais. Quand j'ai commencé il y a très longtemps à faire ce métier, il y avait un plan qui s'appelait Ambition 2000 chez Air France, qui s'est transformé en plan 2005. Et là maintenant on est en Ambition 2020 et entre-temps il n'y a eu que des années de pertes. Donc c'est pas sérieux d'acheter du Air France quand on est investisseur. Même avis? Exactement même avis. En fait, j'ai jamais eu d'Air France et a priori, j'en aurais pas, sauf changement radical de stratégie des dirigeants. Donc les images que vous avez vues vous confortent dans l'idée. C'est-à-dire qu'il y a un côté très aléatoire dans le fait d'investir dans Air France qui fait que je pense que comme nous, notre sujet, c'est justement d'essayer d'encadrer les éventuels aléas, fait qu'on n'ira pas. Enfin, en tout cas... C'est pas la meilleure des idées. Je vous demande ce que vous en pensez. Ça rappelle qu'il n'y a pas de... Air France n'est pas une compagnie de droit divin. Air France peut disparaître, de même que Swissair a disparu, de même que Alitalia s'est fait racheter par l'Arabie Saoudite, de même que TWA a disparu aussi. Et que donc, qui attaque Air France, qui fait disparaître Air France? C'est nous, c'est vous, c'est moi, c'est ceux qui prennent EasyJet, c'est ceux qui prennent Turkish Airlines, c'est ceux qui prennent le TGV, c'est ceux qui ont choisi la concurrence. S'il n'y avait pas de concurrence, si Air France avait toujours le monopole, était toujours une compagnie d'État. Enfin, il y a des compagnies qui, avec la concurrence, arrivent à s'en sortir. Ah, bien sûr, mais pourquoi? Parce que Air France, et notamment ses pilotes, qui sont quand même payés 25% de plus que la moyenne des pilotes européens, a refusé les plans, y compris le plan Transavia Europe, qui était quand même un plan intelligent, pour enfin prendre le virage du low cost qu'ils ont mis, sur lequel ils avaient 10 ans de retard. On est d'accord. Mercredi, c'est le jour, c'est moi qui l'annonce, le jour du ralentissement économique mondial. On va tout doucement. Le FMI a revu ses prévisions de croissance à la baisse pour cette année. On est à 3,1 à chaque prévision. C'est la révision à la baisse. On était à 3,5 en avril, 3,3 en juillet. Donc là, 3,1. Les raisons, essoufflement de la productivité, poids des dettes de l'État, démographie, révolution technologique. Et on cible particulièrement les émergents, notamment la Chine sous les 7% et le Brésil qui devrait reculer à 3% cette année. Bon, ça, c'est intéressant, ça, pour un gérant. Ah, ça, c'est intéressant, ça, c'est un vrai problème, non? L'absence de croissance mondiale, ne me dites pas quand même que c'est pas un élément... Là, c'est pas une absence de croissance mondiale. 3,1%, c'est pas zéro. Donc ça dépend où vous investissez. Au contraire, ce qui est intéressant, c'est de voir justement les disparités entre les différents pays et d'essayer de miser. Mais tout le monde baisse, celles qui sont sur des marchés locaux. Plus ou moins, à part l'Inde, c'est révision quasiment générale. Pas les pays développés, ils n'ont jamais eu une aussi forte croissance depuis 2010.
Non. Donc c'est la question de la Chine qui inquiète un petit peu parce qu'effectivement il y a une transition, un changement de modèle, mais néanmoins ce qu'il faut c'est avoir des sociétés qui sont pas trop impactées par la diminution de la croissance en Chine éventuellement, et puis essayer d'avoir des sociétés plutôt sur le marché domestique. En tout cas c'est. Aymeric, pour vous, on va pas vers un monde à croissance zéro, J'en sais rien, parce que sur les prévisions macro, je pense que je me trompe autant que tout le monde, donc j'en sais rien. Non, ce qu'on voit quand même, bravo, c'est... Non, vraiment, je tiens à le dire en toute humilité. Ça m'est jamais arrivé, je crois. Alors, j'essaie de voir quand même les choses, je suis assez optimiste quand même de nature. Et en Europe, on n'est pas révisé en baisse pour l'instant. Donc c'est pas si mal. Et alors certes, la croissance est très faible, mais ça va pas plus mal qu'hier. Et espérons que ça aille un petit peu mieux. Je veux dire, on se contente de taux de croissance qui sont des taux de croissance. C'est vrai, c'est trop faible. Trop faible, qui permettent pas de baisser le chômage dans la plupart des pays d'Europe. Enfin, oui, bien sûr, l'Europe a pas vu son taux de chômage baisser. Mais enfin, c'est pas formidable, non? Moi, je pense que certains parlent de stagnation, séculaire. Moi, je pense que la croissance n'est plus le bon outil pour mesurer la croissance de demain, la société d'information numérique, etc. C'est d'ailleurs ce que dit un peu Daniel Cohen dans son dernier livre. Il dit la croissance ne sera plus une croissance matérielle. Je vais vous donner un exemple très simple. Si demain, on construit des maisons en 3D, une maison 3D, ça a quoi comme coût? Quasiment rien par les matériaux. C'est un logiciel open source. Ça a quoi comme valeur sur le marché? Peut-être quasiment rien aussi. Donc, malheureusement, on ne sait pas créer de l'emploi sans croissance à l'ancienne. Ce que je veux dire, c'est que la maison... Oui, mais ça, l'emploi aussi va évoluer. Elle croît zéro, mais l'emploi aussi elle crée zéro emploi. Alors, elle va créer les emplois des designers du software, mais c'est pour ça qu'on designers au lieu de 10 000. C'est pour ça qu'on entre dans un an aussi où l'emploi salarié n'est plus le paradigme. Et donc cette maison-là, elle n'apporte pas de croissance. Pourtant, est-ce qu'elle apporte du bien-être? Oui. Est-ce qu'elle apporte de la valeur? Oui. Est-ce qu'elle apporte du progrès? Elle n'apporte pas d'emploi. Est-ce qu'elle apporte du progrès? Elle n'apporte pas d'emploi. Non, parce que même l'idée d'emploi, l'idée d'opposer constamment chômage et emploi salarié, si on continue à faire ça, à travailler sur ce couple conceptuel-là, de toute manière, on a perdu. Et donc il faut adapter nos outils de mesure et nos outils intellectuels à la révolution numérique qui est au moins aussi importante que l'avait été la révolution industrielle. Il faudra trouver de l'emploi pour les dizaines de millions de personnes qui n'en auront plus. Je pense que le débat est très intéressant, mais c'est un peu trop complexe pour moi. Je pense que si on regarde les choses de manière concrète, il y a des pays en Europe qui s'en sortent bien et qui ont fait des choses. Alors je ne vais pas dire que c'est simple, c'est jamais simple. Il y a des blocages monumentaux, c'est compliqué de faire des réformes, c'est facile d'en parler, mais c'est compliqué de les faire. Mais les pays qui ont fait des vraies réformes intelligente et de bon sens, l'Allemagne, le Royaume-Uni, c'est des pays dans lesquels le chômage est assez bas et qui fonctionnent pas si mal. Après, sur la mesure effectivement des indicateurs, on parle aussi d'indicateurs de bonheur. Il n'y a pas que l'accumulation de biens, il y a tout un tas d'éléments immatériels, mais de manière, je dirais, beaucoup plus simple, il y a des mesures de bon sens à prendre pour faire reculer le chômage, qui est le problème numéro 1. Jeudi, quelle journée absolument incroyable. La France serait la start-up nation. Tout ça, c'est... C'est Cisco qui nous dit ça. Ils vont doubler les investissements en France auprès des start-up. 200 millions d'euros. Alors Cisco, c'est le numéro 1 mondial des réseaux. 200 millions, c'est son argent de poche pour un an. Mais il faut juste le préciser. C'est à peu près son bonus. Mais c'est pas grave. C'est bien. C'est mieux que zéro. C'est comme la croissance. Non, parce que j'ai vu que dans la matinale, vous étiez tous très excités. Parce que dans la matinale, on est très excités et on est toujours très contents. Ah oui, c'est formidable. Dès qu'il y a une nouvelle, on est une start-up nation. On s'endort vu qu'on se lève très tôt. On est une start-up nation, tout le monde nous adore. Vous y avez cru en plus. J'ai l'impression de voir la Silicon Valley en France. Voilà, ça c'est bien comme phrase, ça nous change un peu des déclarations tristounes de d'habitude. Nous comprenons les tendances des marchés. On nous a suivis lorsque nous sommes allés en Inde ou en Chine. Je pense que la France c'est l'avenir et que d'autres entrepreneurs suivront. Voilà. Alice, vous y croyez, la France c'est la start-up nation? Ce que je sais, c'est qu'en France, on peut créer son entreprise en mode start-up, pas forcément technologique comme moi, et qu'on peut avancer, réussir, et qu'on a les moyens de le faire quand on travaille plus que tout le monde. C'est vrai qu'il y a évidemment pas mal de soutien quand même et d'avantages fiscaux pour les sociétés de nouvelles technologies. Moi, je le sais parce que mon frère, par exemple, vient de créer une société, une start-up, et effectivement, il y a un soutien. Ma mère va extrêmement bien. C'est son anniversaire aujourd'hui. Je lui dis bon anniversaire, maman. Comment elle s'appelle? Anne. Anne, bon anniversaire, ma chérie. Voilà. Mais en tout cas, c'est possible, et c'est vrai qu'on voit Xavier Niel qui le dit. D'ailleurs, c'est un des premiers. Alors si Xavier Niel le dit, et John Xavier Niel Chambers, dit effectivement, on peut créer des structures, des start-up en France. On est quand même soutenu. Je dis pas que c'est facile, mais toutes les entreprises sont dures à créer quoi qu'il arrive. C'est dur de créer une entreprise. Et si on dit, ceux qui disent qu'on peut pas le faire en France, c'est qu'ils n'ont pas le courage de se lancer. Donc on peut bien sûr démarrer en France. C'est pas un pays qui est hostile aux entreprises. Ce qui est très important, j'ai regardé juste un chiffre, et ça, je crois qu'il faudrait le dire et le répéter. Depuis 10 ans, les grandes entreprises n'ont pas créé un seul emploi en France. Et depuis 10 ans, les entreprises de moins de 500 salariés ont créé 600 000 emplois.
Et sur ces 600 000 emplois, la moitié, c'est-à-dire 300 000 emplois, ont été créés dans des sociétés de moins de 50 salariés. Donc il faut donner aux gens envie d'entreprendre, de démarrer. Et il faut donner aussi aux gens d'aller dans les petites entreprises. Gaspard, la France, Startup Nation. Oui, alors moi je trouve on voit toutes les startups qui émergent en France. On a tous des amis entrepreneurs, il y a beaucoup de gens qui se lancent, beaucoup d'étudiants qui sortent et la première chose qu'ils font, ils vont fonder une entreprise. Néanmoins, je trouve que l'élément malsain de l'environnement startup en France, c'est la place qui devient absolument colossale de la BPI, de la Banque publique d'investissement. Comme si en France, on n'arrivait pas. Même quand on est un entrepreneur maintenant, première chose qu'on fait, c'est qu'on va taper à la porte de la BPI pour avoir un peu d'argent public. Et puis après, on va taper à la porte de la BPI que vous offre un training. Parce que maintenant, la BPI fait aussi du training d'entrepreneurs. Puis après, les emmène en Chine. On peut pas se plaindre d'avoir enfin un fonds français qui aide des entreprises françaises. Je veux dire, s'il y a un problème de financement du private equity et du venture capital, comme c'est le cas en France, il faut résoudre le problème en amont. BAL 3, c'est un problème. La fiscalité, donc vous, la BPI, fiscalité du capital, c'est un problème. La BPI, en fait, c'est un pansement. Quand le truc ne marche pas, on crée une structure en aval qui a énormément d'effets pervers. Vendredi, oula, j'ai trouvé pire que moi. Vendredi, c'est le jour d'Hillary Clinton et de Wall Street. Hillary qui est une menteuse. Pourquoi? Allez-y. Alors, ça va nous changer un peu de Donald Trump, on va parler un peu d'Hillary Clinton. Elle veut taxer Wall Street, la candidate à l'investiture démocrate pour la Maison-Blanche veut démanteler les banques jugées trop grandes pour faire faillite. Alors, on n'a jamais entendu ça en plus. Too big to fail, c'est 50 milliards de dollars d'actifs. Elle veut également faire payer chaque année une redevance du risque et mettre en place une taxe sur le trading à haute fréquence, Marc. Les États-Unis, les élections américaines, ça intéresse quelqu'un ? Vous commencez à regarder les gérants ou pas du tout, c'est trop tôt pour l'instant? Non, enfin, personnellement, je ne représente pas les gérants, mais personnellement, je regarde assez peu, parce que j'entends très bien la même chose tous les 4 ans. Les républicains, c'est pro-business, les démocrates, c'est anti-business. Et quand on regarde, au final, c'est les présidences démocrates, alors c'est peut-être un hasard, mais sous lesquelles il y a le plus de performance boursière. Et en fait, c'est déconnecté. Donc, c'est vrai que ça a quand même un peu eu un impact sur les marchés financiers pour investir beaucoup dans le secteur de la santé. Notre ami effectivement, Hillary, dans la santé, là, il y a des impacts au niveau sectoriel. Elle a fait un tweet assez ravageur la semaine dernière sur le thème. On va encadrer le prix des médicaments. C'est pareil, hein, ça revient à chaque fois, avant chaque élection, pour dire à la ménagère, avant de voter, vote pour moi parce que tu verras, tu paieras moins cher tes médicaments. Néanmoins, vous tutoyez la ménagère, vous? C'est votre ami. Et comme elle a tweeté, je pense qu'on peut y aller. Vous avez un candidat américain qui correspond à votre programme? Non, les 4 ans avant, il y avait Rand Paul. Le père était beaucoup plus intéressant, c'était un vrai libertarien. Le Ron, il est extrêmement conservateur en fait. Mais ce que je note, c'est que par exemple, les thèmes de ce qu'on évoquait au début, de la nouvelle économie, du monde post-salarial, de ce que Hillary Clinton appelle la gig economy, sont au cœur de la campagne électorale américaine. Et donc ça arrivera en France. C'est l'heure du moment préféré de notre émission. C'est le coup de gueule de Marc Fiorentino, quelque chose de très attendu. Et alors, qu'est-ce que c'est? On va parler du Je le sais, mais c'est pas grave, ça me fait plaisir. Vous êtes hyper jaloux parce que, comme Dali, vous voudriez que le centre du monde soit à la gare de Limoges. Et en fait, il est dans le Pacifique et ça vous énerve. Bah ouais, en fait, ça m'énerve pas, ça m'attriste. J'étais le seul cette semaine ou presque à parler de ce traité transpacifique, alors que les États-Unis, le Japon et les 10 autres pays d'Amérique latine et d'Asie qui l'ont signé représentent quand même 40% du PIB, et que tout simplement, en une semaine, eh bien, notre petit village, il a été complètement excentré, et que le centre du monde aujourd'hui, il est du côté du Pacifique, et en France, on a l'air de s'en foutre complètement, voilà. Alors je voulais juste dire que j'étais très triste, c'est pas un coup de gueule. D'accord, ok. Bah, je pense que ça va faire pleurer la ménagère dans les chaumières. Alors le top 3 des gérants. Oui, alors le premier, c'est Marc Craclin. C'est exactement le même top que la semaine dernière. Voilà, Marc Craclin, Virginie Robert et Louis de Montalembert. Ça n'a pas bougé. Émeric, on revient sur quelques-unes de vos prévisions pour savoir si vous conservez les positions. On gagne bien avec un conseil que vous nous aviez donné d'acheter Elior. Est-ce qu'on garde? Elior, on garde. Forestia. Super boulot depuis 6 mois. Vous nous aviez dit d'acheter Forestia, on garde? On renforce même. Bon, tout ça, on gagne très bien. Sequana, on n'est pas très loin du prix que vous nous avez conseillé. Est-ce qu'on garde? Sequana, on peut la retirer. Et Luxottica? Luxottica également. Qu'est-ce qu'on achète? Et on achète Forestia, parce qu'effectivement, on en avait parlé j'en avais parlé sur cette antenne. Entre-temps, le cours a atteint notre objectif de cours, 45 €. Alors pourquoi vous l'avez acheté maintenant? Ce qui s'est passé depuis 3 mois, c'est que c'est passé de 45 à 30. Ah oui, d'accord. Il y a eu la Chine, c'est quand même un petit ralentissement en Chine. Et puis plus récemment, l'affaire Volkswagen, qui est évidemment gravissime et qui a secoué énormément le secteur auto. Et en réfléchissant un petit peu, j'ai pas trop d'avis sur Volkswagen, le sujet est très compliqué. En revanche, sur les équipementiers, j'ai un avis.
c'est pas parce que Volkswagen a truqué ses moteurs que les gens vont arrêter d'acheter des voitures. C'est aussi simple que ça. Donc vous dites, vous avez fait une fois le coup 30-45, on le refait? On pense que tout à fait, on n'a pas changé d'opinion. Et l'idée sur Faurecia, c'est on parle beaucoup de la Chine, on n'ignore pas de la Chine, mais c'est 50% des ventes en Europe pour Faurecia. Et l'Europe se porte plutôt pas mal sur le marché auto, il est quand même à des niveaux assez bas. Et c'est le redressement aux États-Unis, c'est ça les deux leviers, et un management en qui on a confiance, qui est solide. Donc on pense que c'est une bonne idée. Vous avez bien défendu votre dossier, il faut en acheter. Alice? Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on achète? On achète un Génico. Ah oui, c'est pas de la santé aujourd'hui. Et non, c'est pas de la santé, je vais pas vous le sortir à chaque fois. Et puis en plus, je pense qu'il y a une vraie opportunité d'achat sur ce titre aujourd'hui, là, en ce moment, parce qu'en fait, donc c'est un des leaders mondiaux dans les solutions de paiement. Je rappelle que sur les 5 dernières années, en moyenne, le chiffre d'affaires a cru de 18%, ce qui est quand même pas neutre, à comparer aux 3% de croissance économique mondiale. Et surtout, en fait, il a été question qu'il rachète une très grosse société qui s'appelle Worldpay. J'ai suivi ça. Oui, vous avez suivi, super Marc, bravo. Et en fait, du coup, tout le monde avait peur qu'il y ait une augmentation de capital qui s'opère sur le titre pour financer le rachat de cette société. En l'occurrence, le cours de bourse a quand même beaucoup baissé par inquiétude des investisseurs en disant qu'il va y avoir une augmentation de capital. En général, c'est dilutif, donc ça fait baisser les cours de bourse. Et en réalité, Worldpay va s'introduire en bourse et donc ne va pas se faire racheter par un Génico. Donc, opportunité d'achat, on est autour de 100 et c'était à 130 avant les rumeurs d'augmentation de capital. Donc on y va sur un Génico. Gaspard, qu'est-ce que vous pensez de la bourse? Je pense que c'est un principe qui s'étend en fait dans toute la société aujourd'hui, puisque le boncoin.fr, qu'est-ce que c'est? C'est une espèce de bourse géante, complètement dérégulée entre les individus. Donc vous êtes pour? Donc oui, tout à fait. Vous suivez vous-même? Vous avez un portefeuille d'actions? Non, jamais. Pourquoi? D'abord parce que j'ai pas beaucoup d'argent à investir pour le moment. Ça c'est une bonne raison déjà. Quand j'en aurai. Mais c'est pas une excuse suffisante. On verra peut-être. Ce que je voulais faire d'ailleurs pour financer le think tank, c'était créer une machine de pari. Je me dis pourquoi est-ce qu'on peut pas finalement investir sur des idées aujourd'hui? Si on crée un pari sur les idées, en disant je parie que le libéralisme va gagner, ou je parie que l'État. Pourquoi vous faites pas du crowdfunding? Mais attendez, non mais je finis sur les paris, ça c'est intéressant. Et en fait c'est comme ça que des think tanks américains qui se financent. Donc on dit aux gens, si vous aimez ce qu'on fait, achetez, et si vous aimez pas, shortez. Et évidemment en France c'est interdit, parce qu'on peut pas parier sur autre chose que sur les courses. Investissement. Oui, parce que quand vous faites, du coup le think tank est le bookmaker. Donc si vous gagnez, parce qu'il y a après il y a un étalon. Je suis obligé de vous arrêter. C'est intéressant quand même. Merci. C'est interdit, comme d'hab en France. Oui. Merci à tous d'être venus. J'ai trouvé plus à droite que moi, c'est quand même assez difficile et plus libéral. Nous, on se retrouve tout de suite pour danser sur le plateau avec le patron de Live Nation France.